D'en haut, on voit un champ de bataille dévasté où d'innombrables corps sont éparpillés sur les falaises rocheuses tandis que quelqu'un se tient là, surplombant cette scène horrible. Au milieu de ce chaos, 3 maîtres combattants se rassemblent, l'abbé Yinjin Chun de Shaolin, le chef de la secte du Mont Hua, Zhang Guang, et le chef du clan Nangung, Wang. Ils remarquent que leur adversaire est complètement épuisé et réalisent que c'est l'occasion idéale pour l'éliminer. Cet adversaire aux longs cheveux noirs et aux yeux rouges brillants se tourne vers eux et leur dit froidement qu'ils sont les seuls restants. Les 3 chefs se préparent à l'affronter, et Yinjin Chun crie, appelant les autres à se préparer au combat. L'adversaire aux yeux rouges charge férocement vers eux. Yinjin Chun parvient à bloquer l'attaque de l'adversaire, mais est repoussé par la force de l'impact, ce qui enrage l'abbé, Yinjin Chun, qui le traite de maudit démon céleste et déclenche la technique des 1000 paumes de Bouddha. Mais le démon céleste évite habilement l'attaque, déclarant qu'il le tuera en premier. Yinjin Chun implora ses camarades, leur disant d'arrêter de regarder et de l'aider immédiatement. Guang et Wang se précipitèrent au secours de leurs compagnons pendant qu'ils se battaient désespérément, se défendant contre les attaques du démon céleste. Ils lancent leurs propres attaques. L'un utilise l'éclair de fleurs de prunier, et l'autre, les 10 000 tonnerres retournent à un, et ils chargent vers lui avec l'intention de tuer. Ils parviennent à infliger de graves blessures au démon céleste. L'abbé apparaît derrière le démon céleste et lance une autre attaque, souhaitant à son adversaire la paix dans sa prochaine vie. Mais le démon céleste esquive habilement l'attaque et porte un coup fatal en utilisant son énergie démoniaque pour arracher sa colonne vertébrale de son corps. L'abbé tomba, un cadavre sans vie au milieu du choc de ses camarades qui étaient figés sur place. Le démon céleste, Zhong Shaon, se tient victorieux, tenant la tête de l'abbé, annonçant sa mort et qu'il est temps pour le prochain. Les adversaires restants le traitent de monstre. Le démon céleste se rua sur eux, mais Wang utilisa habilement son mouvement spécial pour se retirer rapidement, puis ordonna à son compagnon de s'éloigner également. Le démon céleste bondit sur Guang qui essaya de bloquer son attaque. Il est révélé que ce combattant est le démon céleste, Zhong Shaon, l'homme qui a noyé les plaines centrales dans le sang. Pour affronter ses prouesses martiales, inégalées sous les cieux, tous les maîtres d'élite des 9 grandes sectes se sont réunis. Mais cette alliance a été poussée au bord de la destruction. Dans une autre scène de la bataille, le démon céleste se moque de Guang, lui demandant s'il a déjà choisi sa tombe, puis clarifie avec un ricanement qu'il voulait dire la tombe de son adversaire, pas la sienne. Dans le feu de l'action, Guang déclenche sa technique appelée puits de 10 000 fleurs. Malgré l'intensité de la situation, on voit le démon céleste serrer son épée avec une insistance intérieure que ce n'est pas encore fini, et un bref souvenir d'un moment paisible sous un arbre en fleurs lui traverse l'esprit. Le démon céleste s'assure qu'il ne peut pas mourir maintenant et invoque la 5e forme de l'épée de l'esprit démoniaque, lançant une attaque dévastatrice connue sous le nom de frappe du dragon démon noir. L'attaque blesse mortellement Guang qui tombe mort après un dernier cri. Au moment de sa mort, Wang tend une embuscade au démon céleste avec sa propre attaque appelée suprématie transcendante, qui entoure le démon céleste d'une toile de frappes successives acérées. Le démon céleste admet que l'attaque était douloureuse, traitant Wang de rat, mais se moque de lui en disant que le coup n'était rien de plus qu'une chatouille, ce qui stupéfait Wang. Le démon céleste riposte par une contre-attaque féroce qui tranche les doigts de Wang et lui coupe le visage, faisant hurler Wang d'agonie. Dans ces derniers instants, Wang déchaîne sa fureur sur Zhong Shaon, le maudissant et le traitant de chien du culte démoniaque. Wang décida d'utiliser sa vitesse supérieure, se déplaçant avec agilité d'une position à l'autre pour dérouter le démon céleste, puis lance sa dernière attaque désespérée après être apparu derrière le démon céleste, criant à plein poumon pour que le démon céleste meure enfin, déclarant que sa vie maudite se terminera ici après l'avoir poignardé dans le dos avec son épée. Dans ce moment crucial, une vision d'une femme et de 2 enfants tenant des lanternes devient claire dans l'esprit de Zhong Shaon, et il murmure que tout est clair maintenant, et qu'il est temps d'en finir. Le démon céleste cria, répétant ces mots, annonçant bruyamment que la fin était arrivée et que cette querelle sans fin serait maintenant terminée. Le démon céleste plongea son épée dans sa propre poitrine. L'épée transperça le corps du démon céleste et ressortit de l'autre côté, se logeant dans la poitrine de Wang. Bien que Wang ait percé son cœur, le démon céleste resta debout. Le démon céleste se tourne et décapite Wang. Wang se demande avec terreur comment son adversaire peut encore être en vie après une blessure aussi mortelle et réalise qu'il a vraiment dépassé les limites humaines. Dans son dernier souffle, Wang murmure une horrible prise de conscience que cet être n'est pas seulement un démon, mais le démon divin. Et sur ce, Nangung Wang trouve également sa fin. Après avoir anéanti les 9 grandes sectes de ses propres mains, le démon céleste Zhong Shaon gisait mourant au milieu du champ de bataille désolé. Dans ses derniers souffles, il murmura les noms de Yunhua, Seok et Yonga. Se demandant si cette vengeance était suffisante, son esprit dérive vers le passé où il se souvient du début de son voyage dans une bagarre qu'il menait habilement tandis que ses adversaires le traitaient de bâtard arrogant et remettaient en question la source de sa confiance. Il se souvient avoir revu le visage de son jeune maître, réalisant que c'était le point de départ de son chemin. Sa vie avant cela n'était que de petites bagarres pour la survie et une errance constante avec sa seule épée.
Il devait tuer pour voir le soleil du lendemain dans un cycle sans fin de massacres vides, le faisant s'interroger sur le sens de cette existence éphémère. Puis il rencontra Yunhua, qui lui dit qu'elle comprenait sa souffrance, la comparant à ses querelles quotidiennes au marché, à ses luttes au travail et à la prise en charge de ses jeunes frères et sœurs qui étaient un cauchemar pour elle. Mais elle admit qu'ils étaient la partie la plus douce de sa vie, et ils devinrent sa raison de vivre après avoir perdu ses parents et avoir presque abandonné. Puis elle suggéra qu'il essaie de trouver sa propre raison de vivre. Il verse des larmes en se souvenant de son désir de vivre à leur côté. Eux qui lui ont donné, qui ne connaissaient que le meurtre, une raison de vivre. Mais après les avoir perdus, il reprit son épée pour se venger. Il décrit sa vie comme une vie sans racines, dérivant d'un endroit à l'autre. Le démon céleste demanda dans un défi amer quel sens pouvait exister dans une telle existence. Dans ces derniers instants, il réalisa que le sens qu'il avait longtemps cherché était avec eux depuis le début. On raconte que pendant 15 ans, il a parcouru un chemin solitaire de bains de sang. Sa lame s'est émoussée et d'innombrables cicatrices recouvraient son corps. Finalement, il a obtenu sa vengeance après avoir sacrifié tout ce qu'il avait. Alors qu'il contemplait son dernier lever de soleil, l'épée glissa de sa main, et ici repose le démon divin, Zhongshon. Soudain, sa conscience se réveille à un bruit fort, le faisant se demander s'il a fini en enfer. Il entend une femme suggérer que son fils hérite des arts secrets du clan Yunhua parce que l'héritier légitime, son frère aîné, ne peut plus pratiquer les arts martiaux en raison d'un accident malheureux. Zhongshon réalise qu'il n'est pas en enfer et se demande ce qui se passe réellement. Un jeune garçon se lève pour s'y opposer avec véhémence, insistant sur le fait que son frère aîné est toujours vivant et en bonne santé, et que les arts de la famille principale ne peuvent pas être transmis en dehors de leur lignée. Une autre fille ajoute que les arts de leur grand-père appartiennent au clan Yunhua seul, même si son frère ne peut pas s'entraîner, et que la femme n'est même pas de la lignée de la mère. Zhongshon regarde les enfants avec son œil brillant, complètement déconcerté par cette étrange situation. Après avoir réalisé qu'il est dans le corps de quelqu'un d'autre, Zhongshon sourit avec ironie, tandis que l'homme en face de lui déclare qu'à ce rythme, ils ne parviendront pas à un accord et décide de faire une suggestion. L'homme, ayant entendu parler de la pauvreté des frères et sœurs au point qu'ils ont à peine assez à manger, suggère de parier avec de l'argent. Alors que Huamujin, le corps habité par Zhongshon, parie tous les arts secrets du clan Yunhua dans un duel. Le gagnant raflant tout, il demande ensuite leur avis sur cette offre. Le jeune garçon s'y oppose immédiatement, se demandant comment ils peuvent accepter ce défi alors que son frère n'a même pas pu commencer à s'entraîner en raison de sa folie, et la fille y voit une ruse évidente, même pour un enfant. Zhongshon s'ennuie de cet argument et demande aux deux enfants qui est Hwmu, puis déclare avec confiance qu'il est le démon divin, Zhongshon, laissant les deux enfants déconcertés. La femme reçoit sa déclaration avec sarcasme, lui demandant à nouveau son identité. Il répète qu'il est Zhongshon, que le monde appelle le démon divin. Le deuxième fils de la guilde marchande de Cheonghua, Zhong Daebo, rit de cette affirmation, considérant qu'elle n'est plus drôle, et suggère avec sarcasme qu'il prétendait être le roi Yama lui-même. Pendant ce temps, les deux enfants ont remarqué que l'état de leur frère se détériore. La femme s'avança et dit que la folie dont il souffre, un état de trouble mental accompagné de crises de hurlements et de violentes explosions, s'aggrave. Le chef de la guilde marchande de Shunghua, Buchoyon, remarque que le sort de la famille Yunhw est déjà scellé avec le fils aîné dans cet état et dit aux enfants qu'elle dit cela en raison de leur lien de sang et que ce ne serait pas mauvais pour eux non plus. Buchoyon déclare qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter de mots et considère leur silence comme un accord pour le duel. Elle fixe le duel au 5e jour du mois prochain au pavillon de l'ombre volante. Zhongdebo confirme que c'est une promesse entre guerriers et avertit le démon divin Zhongshon des conséquences de la rupture de cet accord avant de partir. Après leur départ, la petite fille demande avec inquiétude ce qu'ils vont faire, rappelant à son frère qu'il n'a jamais manié une épée correctement auparavant. Zhu Shaeon l'entend et lui demande si elle parle de lui. Zhu Shaeon trouve très amusante l'idée qu'il n'ait jamais manié une épée auparavant et essaie de rassembler son énergie interne d'un coup, pour découvrir avec stupeur qu'elle est complètement inexistante. Son horreur grandit quand il réalise que ce nouveau corps est extrêmement faible, avec des muscles et des os fragiles qui ne peuvent même pas tenir une épée. Dans un état de déni, la petite fille lui crie d'arrêter. La petite fille s'approche de lui et le supplie de reprendre ses esprits, même s'il est dans un état de folie. Considérant qu'aucune personne saine d'esprit ne resterait immobile en tenant cette chose, son frère la traite d'idiote pour ses paroles et lui dit de s'excuser immédiatement d'avoir insulté son frère aîné, mais elle refuse de pleurer et crie en s'enfuyant que leurs parents sont morts à cause de lui. Zhongshon regarde la fille s'enfuir, et le garçon lui dit que sa sœur agit souvent ainsi et lui demande de la comprendre, puis s'excuser par également. Laissé seul, Zhongshon est perplexe face à la façon dont les enfants le traitent comme un fou et trouve toute la situation très étrange. Il se souvient clairement d'avoir décapité le chef du clan Nangun et ressent encore la suffocation qu'il a ressentie lorsque l'épée a percé son cœur. Il avait achevé sa vengeance pour Yunhua et ses frères et sœurs, et il était censé fermer les yeux en paix alors. Mais maintenant, il se retrouve dans ce nouveau corps et se demande comment cette transformation bizarre s'est produite. Au milieu de sa confusion, il se demande comment il est revenu à la vie dans ce corps,
s'interroge sur l'identité des deux enfants qui ressemblent à Seok et Yonga, et rejette l'idée d'être fou, la qualifiant d'absurde. Soudain, un homme court vers lui en l'appelant jeune maître et le gronde de sortir avec un corps aussi fragile. L'homme nommé Mazuk exprime à quel point il était inquiet pour lui. Jong-chon lui demande qui il est, remarquant qu'il semble bien le connaître. Mazuk pense que c'est une autre crise de folie et explique qu'il est un serviteur de la famille Yunghwa. Mazuk lui rappelle qu'auparavant, en raison de son grand talent martial et de sa sagesse, d'innombrables sectes voulaient le prendre comme disciple. Il explique ensuite qu'il est Uamujon, l'héritier de 23 ans de la famille Yunghwa, et que c'est la 6205e fois qu'il lui explique cela. Jong-chon doute de ses paroles, se demandant comment il pourrait être si magnifique alors que son énergie interne, Dantian, est dans un état aussi pathétique et pourquoi tout le monde le traite comme un fou. Mazuk hésite avant de lui dire que tout a commencé il y a 17 ans dans une scène du passé, dans un duel loyal et équitable sans l'utilisation de la force interne. HW Mujin apparaît à l'âge de 6 ans, défiant Cheong Daebo, âgé de 9 ans. Daebo se moque de sa demande mais accepte. Mazuk lui dit qu'il ne sait pas qui a demandé le défi en premier, et les garçons se battent en l'absence d'adultes. Pendant le combat acharné, HW Mujin admire la capacité de Daebo à bloquer toutes ses attaques et se demande si c'est le talent que le sexe juste convoitait. Cheong Daebo a répété les règles du duel avec moquerie, un combat juste et équitable à main nue. Mujin est alors devenu confus en demandant « De quoi parles-tu soudainement ?» Soudain, Daebo le traite de gamin stupide et utilise sa force interne dans son attaque, faisant tomber HW Mujin au sol. HW Mujin demande à son rival, qu'il appelle toujours frère, pourquoi il utilise le point des 7 blessures alors qu'ils avaient convenu de ne pas utiliser la force interne. Daebo se moque de lui pour l'avoir encore appelé frère dans cette situation et lui dit que c'est bien le point des 7 blessures de la secte Gongdong, et que ses conséquences sont connues pour ne pas être une blague. Daebo poursuit son discours vantard, disant à Uamujin qu'il a essayé le point des 7 blessures récemment. Et la semaine dernière, il a frappé l'un de ses compagnons disciples avec parce qu'il était arrogant, et ce disciple est toujours au bord de la mort même maintenant. Il demande ensuite à Uamujin comment il va et continue de le frapper en utilisant son énergie interne. Jong-chon comprend enfin pourquoi il est traité comme un fou et trouve cela logique si ce sont les conséquences du point des 7 blessures. Il pense avec colère que Daebo a détruit son énergie interne, Dantian, et l'a laissé fou. Pourtant, il l'a éhontément défié en duel pour parier sur l'ensemble de l'héritage de la famille Yunghwa. Jong-chon demande au serviteur Mazuk comment ce salaud a été traité à l'époque, et Mazuk répond que la décision appartenait à l'ancien chef de clan, le père de Uamujin. Mazuk explique que Daebo n'était pas seulement le neveu de l'ancien chef de clan, mais aussi le jeune maître de la guilde des marchands Chonghwa, une guilde classée parmi les 10 premières des plaines centrales. Pour cette raison, Daebo n'a reçu qu'une réprimande mineure, et l'affaire a été close. Jong-chon est dégoûté par l'idée que le père s'est contenté de réprimander celui qui a causé l'invalidité de son fils et décrit la famille comme pathétique. Il s'enquiert ensuite du sort de ses parents. Mazuk lui dit que la folie de Uamujin empirait de jour en jour, et que son père avait contracté d'énormes dettes en essayant de le guérir. Il y a 9 ans, la maladie de la dame s'est aggravée et elle est décédée. 3 ans plus tard, le chef de clan est également décédé, accablé par les dettes. Jong-chon se souvient de ce que les gens disaient après la mort de ses parents, chuchotant dans son dos que ses parents avaient élevé un fils mal élevé, souffrant à cause de lui jusqu'à leur mort. Considérant que Uamujin était comme un enfant qui avait dévoré ses parents, ne laissant derrière lui que ses pitoyables jeunes frères et sœurs, et que la réputation de la famille Yunghwa était finie. Mazuk conclut son histoire en disant qu'il ne reste plus rien de la famille Yunghwa, mais les dettes accumulées pour soigner Uamujin, 2 serviteurs, une douzaine de guerriers, enfin, ses 2 jeunes frères et sœurs, Uadojin et Uasoyeon. Ici, Jong Chaeyeon comprend pourquoi la petite fille était en colère et accusait son frère d'avoir causé la mort de leurs parents. Une seule maladie avait détruit toute la famille. Jong Chaeyeon rassemble toutes les pièces, bénéficiant de ce qu'il a lu dans les livres d'histoire de la chambre de Uamujin. Il confirme que lui, le démon divin Jong-chon, est bien mort après sa bataille contre les 9 grandes sectes, et que 30 ans se sont écoulés depuis lors. Son sens du toucher prouve que c'est la réalité, et il conclut qu'il a été réincarné dans le corps du fils aîné de la famille Yunghwa, Uamujin, un homme fou sans énergie interne. Comme toutes les personnes qu'il devait tuer étaient déjà mortes, il n'avait aucun sentiment de regret ou d'attachement à sa vie passée. Il voit des dessins de ses jeunes frères et sœurs lui souhaitant un prompt rétablissement rapide et trouve leur sort pitoyable, lui rappelant les autres enfants de sa vie passée. Il décide que puisqu'il doit vivre dans ce corps, il aidera ses 2 enfants même si ce n'est qu'un peu. Jong-chon détermine que le plus grand obstacle devant lui est la guilde des marchands Cheong HW. Comme ce sont eux qui ont laissé ce corps dans son état misérable, son premier objectif est de se préparer au duel contre Cheong Daebo, et il doit au moins atteindre le stade de débutant dans les arts martiaux avant cela. Jong-chon contemple sa nouvelle situation, réalisant qu'il doit tout recommencer à zéro, ce qui lui rappelle ses débuts dans l'apprentissage des arts martiaux. Alors que même respirer était une tâche difficile, il commence par essayer de rassembler de l'énergie, pensant que grâce au talent inné du propriétaire original du corps,
il n'a même pas besoin du processus de détection de l'énergie. Il suffisait juste de fermer les yeux. Alors que l'énergie se concentre dans son corps, il s'effondre soudainement inconscient. Deux des anciens de la famille Amazak se précipitent vers lui, se demandant ce qui lui arrive. Après que l'un d'eux l'ait examiné, il crie que le jeune maître Hua est finalement mort. Mais il vérifie à nouveau son pouls pour constater que non seulement il est vivant, mais que son pouls est devenu plus sain qu'avant, ce qui lui déplaît, et il se demande pourquoi sa santé s'est améliorée. Lorsque Zhongshao reprend conscience, il interroge le vieil homme sur le secret de ce corps, expliquant que la douleur était insupportable lorsqu'il a essayé de former son énergie interne, Dantian. L'un d'eux lui dit que son corps a une constitution spéciale. Il a entendu d'un grand moine de Shaolin qu'elle s'appelait le corps martial céleste pur. Zhongshao reçoit ce nom avec étonnement, et l'aîné continue d'expliquer qu'il s'agit d'un corps héroïque rare choisi par les cieux pour suivre le chemin juste, ce qui fait rire l'aîné et met Zhongshao en colère. Zhongshao explique le problème, qui est que cette constitution physique est complètement opposée aux arts démoniaques. Si un corps né avec une énergie juste pure essaie d'apprendre les arts démoniaques, il subira une douleur extrême et pourrait mourir. Zhongshao désespère, pensant à d'autres types de corps divins, se demandant pourquoi, de tous les corps que les cieux accordent, il a dû obtenir celui-ci en particulier. Il réalise qu'il a de sérieux problèmes car le duel n'est que dans 2 mois. Plus tard, il interroge son serviteur, Mazouk, sur l'identité de ces deux vieillards, et on lui dit qu'il s'agit du chef de la famille Yunghua, du Baeksan, et de l'aîné Zhou Ambong. Zhongshao se souvient de leurs expressions faciales lorsqu'il s'est effondré, de la façon dont ils parlaient de l'aggravation de son état et qu'il devrait se préparer au pire. Il réalise leurs mauvaises intentions et se jure qu'il ne mourra pas. Après l'incident, Mazouk lui dit qu'il a été alité pendant 3 jours entiers. Zhongshao est choqué par la durée de son blackout et pense que ce corps maudit le tuera avant même qu'il n'arrive au duel. Il dit à Mazouk de se taire car sa voix lui donne mal à la tête et lui dit qu'il aura besoin d'une épée pour le duel et lui ordonne d'aller immédiatement faire fabriquer des épées pour lui. Mazouk semble confus et explique qu'ils doivent s'inquiéter de leur prochain repas, alors où trouveront-ils l'argent pour acheter des épées? Zhongshao est surpris que la famille n'ait plus du tout d'argent. Mazouk explique qu'ils empruntent actuellement de l'argent à une secte peu orthodoxe appelée la salle de Bango. Et à cause des taux d'intérêt exorbitants, ils sont noyés sous une dette massive. Zhongshao en conclut qu'il s'agit bien d'un clan déchu, et qu'il doit d'abord résoudre le problème d'argent. Puis une idée lui vient, et il demande à Mazouk avec prétention puisqu'ils sont déjà noyés sous les dettes. Quel est le mal d'en ajouter? Le serviteur Mazouk montre son choc face à l'idée d'emprunter plus d'argent, mais Zhongshao l'ignore et lui ordonne d'écrire une lettre aux deux anciens, leur disant qu'il part pour une courte sortie. Lorsque la lettre arrive, du Baeksan est en colère que le jeune maître Hua retourne à la salle de Bango, tandis que Zhou Ambong rejette l'affaire, croyant qu'ils vont simplement le renvoyer à la porte. Mais du Baeksan exprime son inquiétude que provoquer la salle de Bango pourrait inciter la faction sociale à agir. Pendant ce temps, Zhongshao arrive avec Mazouk à la salle de Bango, le quartier général du prêteur sur gage. Zhongshao demande au garde de dire à son chef que HW Mujin du clan Yunhua est venu le voir. Le garde, Kang No, refuse grossièrement sa requête, lui conseillant d'aller jouer tranquillement avant qu'il ne le mette en colère. Zhongshao insiste pour voir le responsable, ce qui met le garde en colère, mais Ma Seok intervient rapidement, essayant de calmer la situation en disant que son jeune maître est un peu malade. Un autre homme arrive en demandant ce qui se passe, et le garde lui dit que cet idiot veut voir le chef. Zhongshao réalise que le nouvel homme est le responsable. L'homme identifié comme le vice-chef Ma Zhongbo demande pourquoi il veut voir le chef, et Zhongshao répond qu'il est venu emprunter plus d'argent. En entendant cela, Ma Zhongbo l'accueille en tant que client, lui dit qu'il n'est pas nécessaire de voir le chef pour cette affaire, et l'invite à entrer. Une fois à l'intérieur, Mazouk supplie Zhongshao de rentrer, exprimant son mauvais pressentiment à propos de cet endroit. Mais Zhongshao refuse, soulignant qu'ils sont déjà venus jusqu'ici. Mazouk explique sa peur, racontant une histoire qu'il a entendue à propos de l'un des bourreaux de la salle de Bango qui a tué un vagabond en un clin d'œil en lui fendant la poitrine. Il ajoute que ce bourreau est un maître de la technique d'annihilation de la main noire, mais Zhongshao répond indifféremment en demandant « Et alors ?» À l'intérieur, Ma Zhongbo leur dit qu'il est trop tard pour faire marche arrière maintenant et ordonne à ses hommes de commencer. HW Mujin révèle que c'était leur plan depuis le début. Ma Zhongbo explique qu'il n'aurait pas pu frapper le fils aîné du clan Yunhua à l'entrée devant les yeux des gens. Ma Zhongbo se moque de Zhongshao, disant que sa famille ne peut même pas payer les intérêts, sans parler du principal, et qu'il n'a pas l'intention de le laisser l'assécher comme ses parents l'ont fait. Mazouk tombe à genoux, les suppliant de lui pardonner d'être venu et d'épargner la vie de son jeune maître. Zhongshao répond froidement à la moquerie de Ma Zhongbo à propos de ses parents, disant qu'il n'a jamais eu de parents. Hua Mujin est momentanément affecté, pensant que la situation lui rappelle ses jours en tant que Zhongshao, mais il rejette rapidement la pensée et ordonne à ses hommes de commencer, disant à Ma Zhongbo de faire discipliner un peu son maître par ses hommes. Kang No avance vers Zhongshao, le traitant de sale gosse arrogant et menaçant de le battre, mais il hurle soudainement de douleur avant de pouvoir l'atteindre. Zhongshao s'est jeté avec un mouvement rapide, enroulant ses bras et ses jambes autour des bras de Zhongshao, resserrant son emprise.
Kang No hurle de douleur après que Zhong Shae ait cassé son bras et traite Zhong Shae de rat de voyou qui utilise des tours bon marché. Zhong Shae se moque de lui, disant que ses os sont fragiles pour un homme de sa taille et pense en lui-même que dans ce corps faible, utiliser de telles tactiques est mieux que de s'engager dans une lutte de pouvoir direct pour l'instant. Majin Buu se fâche et demande à ses hommes ce qu'ils font, leur ordonnant de finir rapidement. Les hommes restants attaquent Zhong Shaon, qui les esquive avec une habileté supérieure, incitant l'un d'eux à le traiter d'anguille glissante. Zhong Shae réalise qu'il ne peut pas gagner par la force et qu'utiliser un mouvement de tête est la meilleure option. Bien qu'il ait une légère échymose, il réussit à abattre l'un des attaquants avec une frappe précise. Il évite ensuite rapidement les attaques de l'autre guerrier et lui donne un coup de pied violent, envoyant le guerrier voler, qui tombe ensuite lourdement sur l'autre guerrier. Mazouk demande avec inquiétude si son jeune maître va bien, et Zhong Shaon répond calmement qu'il va parfaitement bien. Mazouk est émerveillé et lui demande où il a appris de tels arts martiaux. Zhong Shaon minimise ses compétences, affirmant que ce ne sont pas des arts martiaux, juste des choses que son corps a apprises naturellement en menant une vie dure dans la rue. Mazouk est perplexe face à l'idée que son maître ait vécu dans la rue, mais admet qu'il est très bon. Majong Bo décide d'intervenir, lançant une puissante attaque d'énergie violette, défiant Zhong Shaon d'esquiver celle-ci aussi. Zhong Shaon esquive l'attaque et remarque que l'attaque avait une pièce métallique à l'intérieur. Majong Bo s'adresse à ses hommes restants, les traitant d'idiots pitoyables, et leur ordonne de partir car il va prendre le relais à partir d'ici. Puis Huamujin se tourne vers Majong Bo et répète sa demande de parler à leur chef, demandant si c'est vraiment si difficile. Majong Bo répond que le chef n'est pas quelqu'un que des gens comme lui peuvent rencontrer si simplement et lui ordonne de se perdre. Quand il l'attaque avec sa grande épée, Zhong Shaon la bloque avec une paire de baguettes, choquant Majong Bo. Zhong Shaon explique qu'il n'avait pas d'épée, alors il a apporté un substitut, notant qu'elles sont très utiles. Zhong Shaon pense que cet art martial est aussi inconnu qu'il l'a entendu. Zhong Shaon trouve une ouverture pour attaquer. Zhong Shaon bloque non seulement l'épée avec les baguettes, mais profite également de l'instant pour avancer et porter un coup. Zhong Shaon le traite de radané pour avoir continué à esquiver ses frappes, et Zhong Shaon l'avertit que s'il sous-estime les baguettes, il vomira du sang. Zhong Shaon lance une attaque rapide, faisant hurler de douleur Majong Bo. Majong Bo se demande avec incrédulité comment un fou sans énergie interne pourrait soudainement atteindre ce niveau de maîtrise et doute si c'est le Huamujin qu'il connaît. Zhong Shaon porte un coup final et explique qu'il a entendu dire que sa famille était noyée sous les dettes, alors il était curieux de voir quel genre de personnes étaient leurs créanciers. Après que Zhong Shaon ait Majong Bo sous contrôle, il se moque de lui, disant qu'il est surprenant qu'il ait réussi à extorquer de l'argent à des gens avec des compétences aussi pathétiques. Majong Bo se fâche et décide de lui montrer un avant-goût des arts martiaux qu'il a méprisés, déclarant que la récréation est terminée. Zhong Shaon se demande quand il les a méprisés, puis Majong Bo utilise sa technique secrète connue sous le nom d'art d'annihilation de la main noire du massacre de la lune céleste jumelle. Zhong Shaon répond que ce sont eux qui jouaient, pas lui. Zhong Shaon esquive facilement l'attaque, choquant Majong Bo, qui se demande pourquoi il cachait ce niveau de puissance tout ce temps. Après que Zhong Shaon l'ait vaincu, Majong Bo l'avertit qu'il ne réalise pas les conséquences de ses actes. Zhong Shaon ignore ses menaces, lui disant qu'il n'est pas venu pour l'écouter et que lui dire ce qu'il veut entendre l'aidera à vivre plus longtemps. Il répète ensuite calmement sa demande initiale, demandant s'il pouvait emprunter plus d'argent. Dans une autre scène, H.W. Mujin semble apprécier ce qui se passe, commentant que cela faisait longtemps qu'il ne s'était pas autant amusé. Les hommes de Majong Bo sont attachés, tandis que Masook essaie d'empêcher Zhong Shaon de boire quelque chose, l'avertissant que c'est dangereux pour sa santé. Zhong Shaon commence à interroger Majong Bo, lui demandant pourquoi des gens comme lui qui s'accrochent à chaque pièce soutiendraient le clan Yunhua sans aucune garantie. Zhong Shaon souligne qu'il doit y avoir quelque chose de corrompu derrière cela. Majong Bo nie toute mauvaise intention, mais Zhong Shaon se moque, disant qu'il peut entendre ses pensées tournoyer dans sa tête. Zhong Shaon saisit ensuite un jeu de dés et le menace, disant que s'il en avale 30, il ne pourra plus parler même s'il le voulait. Sous la menace, Majong Bo avoue que la guilde des marchands de Shungwa était derrière tout. Zhong Shaon n'est pas surpris, les traitant de rats, et lui demande la nature de l'accord qu'ils ont conclu. Après que Majong Bo hésite, Zhong Shaon lui dit qu'il n'est ni moine ni guerrier lié par l'honneur et qu'il devrait être loyal envers ses hommes, pas envers la guilde, car ils s'en moqueront même s'il est coupé en morceaux et que tout l'endroit brûle. Majong Bo craque et révèle l'existence d'un contrat secret où la guilde Shungwa leur a demandé de prêter au clan Yunhua n'importe quel montant qu'ils voulaient au taux d'intérêt le plus élevé possible dans le but de les noyer dans une dette impayable. En retour, ils ont promis qu'une fois le clan effondré, ils obtiendraient ces terres et une grosse récompense. Zhong Shaon réalise que la terre du clan était la garantie cachée. Il demande ensuite la valeur des 3 cents nians qu'il emprunte aujourd'hui après un an, et Majong Bo répond qu'elle atteindrait environ 5000 nians selon le contrat. Zhong Shaon rit, les traite de bande d'idiots, puis passe à la paperasse. Enfin, Zhong Shaon s'enquiert de l'identité des bailleurs de fonds de la salle de Bango. Majong Bo révèle qu'ils sont la faction Sozol, un groupe au sein de l'alliance peu orthodoxe connu sous le nom de Samachayan. Zhong Shaon rumine le nom Samachayan, les décrivant comme de la racaille. Quand Mazouk, surpris,
l'interroge sur sa connaissance de Samachayan. Jongchon esquive la question, disant que s'expliquer serait une perte de temps. Au lieu de cela, il demande avec impatience pourquoi l'homme avec son argent est en retard. Après quelques instants, une boîte pleine d'argent est apportée, et l'homme la présente, disant qu'il y a 300 niang. Jongchon inspecte les pièces d'or avec admiration et confirme que cette somme fera l'affaire. Il dit à Mazuk de prendre l'argent et d'arrêter de bavarder pour qu'il puisse partir, alors que Mazuk hésite encore à accepter le prêt. Alors qu'ils s'en vont, Jongchon dit au prêteur d'argent de s'assurer que la dette est clairement enregistrée dans leur registre. Il ajoute ensuite un message menaçant disant qu'il reviendra rembourser chaque pièce après avoir réglé ses comptes avec leurs amis de la guilde marchande de Shungwa. Il note également qu'il draine le peuple et les avertit que s'ils dépassent cette limite, leur sort sera sombre, ce qui les fait acquiescer avec crainte. Alors qu'il part, Majumbo marmonne des malédictions, le traitant de jeune maître fou et jurant qu'ils verront qui s'effondrera le premier. À leur retour au clan, du Baeksin remarque du sang, ce à quoi Jongchon répond que ce n'est pas le sien. Du Baeksin est choqué de ce qui s'est passé chez Bango, et Jongchon répond calmement qu'il a juste emprunté de l'argent, rien de plus. Il explique que les guerriers du clan ont besoin de bonne nourriture et qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre plus d'entre eux. L'aîné lui demande s'il a volé l'argent puisque la salle de Bango ne lui prêterait jamais d'argent, mais Jongchaeon réaffirme qu'il leur a demandé d'enregistrer la dette dans les livres. Il ordonne ensuite à l'aîné, Joanbong, que tout ce dont il doit se soucier est de nourrir et d'habiller ses frères et sœurs. Les deux aînés regardent Jongchaeon partir, se demandant si une telle folie existe vraiment dans le monde. Plus tard, Jongchaeon se tient devant l'autel commémoratif de ses parents et dit qu'il n'a jamais eu de parents, il ne connaît donc pas les bons mots pour les consoler. Mais il les rassure en leur disant que leurs problèmes financiers sont en grande partie résolus, et qu'à partir de maintenant, il s'occupera de ses frères et sœurs et de tous ceux qui vivent dans cette maison, et leur demande de se reposer en paix. Il parle ensuite de son prochain duel contre Cheong Daibo dans lequel il parie le manuel secret du clan et promet à ses parents qu'il leur brisera la nuque. Dans une scène ultérieure, les guerriers du clan se plaignent d'épuisement. Après avoir été chargés de déplacer des boîtes très lourdes, Jongchon arrive et révèle le contenu des boîtes, des épées d'entraînement extrêmement lourdes pesant 30, 48 et 66 kg, et confirme qu'elles sont toutes là. Mazuk lui demande pourquoi il a commandé de telles choses que les guerriers ont eu du mal à porter. Jongchon répond par une question rhétorique, à quoi sert une épée? Et puis ajoute, on la balance. Il décide de commencer par la plus légère, l'épée de 30 kg. Mais quand il essaie de la soulever, il a énormément de mal, à peine capable de la bouger. Mazuk est choqué par sa tentative de balancer quelque chose d'aussi lourd. Jongchon est frustré, pensant qu'il s'y attendait, mais il ne peut même pas soulever 30 kg et maudit son corps maudit. Jongchon continue d'essayer de soulever l'épée lourde, s'assurant qu'il ne peut pas abandonner ici. Avec beaucoup d'efforts, utilisant ses deux mains, il parvient à peine à la soulever du sol, haletant d'épuisement. Il ordonne ensuite à Mazuk d'arrêter de le regarder et d'aller faire ce qu'on lui a dit, c'est-à-dire d'ajouter de la viande à ses repas à partir de maintenant. Alors que le temps passe, il ne reste que 15 jours avant le duel. Jongchon se rend compte que son corps possède maintenant la constitution céleste orthodoxe, qui est complètement à l'opposé des arts démoniaques que son maître lui a inculqués. Cela ne lui laisse qu'une seule voie, maîtriser les formes des 9 épées de la solitude, une technique qu'il a héritée du frère proche de son maître. Il voit cela comme son seul moyen de survivre. Pendant ce temps, la nouvelle de ce qui s'est passé parvient à Cheong Daibo, qui n'arrive pas à croire que Huamujin ait éliminé le gang Bang Osheng. Son subordonné confirme la nouvelle, ajoutant qu'ils seront hors service pendant 2 semaines. Daibo se demande quelle puissance Huamujin a utilisée car il n'a pas d'énergie interne. Il sourit ensuite avec sarcasme, commentant qu'un pur sang reste un pur sang et décide qu'ils doivent préparer un cadeau pour le jeune maître Hua. Il exprime son enthousiasme pour le duel, voulant voir tous les tours que Huamujin a dans son sac. La scène revient à Jongchon qui s'entraîne avec acharnement. Chon a continué son entraînement difficile, frappant et donnant des coups de pied sans relâche, déterminé à perfectionner ses arts martiaux. Il pense qu'un corps offert par les cieux doit être capable d'endurer autant d'épreuves. Après avoir vu que Masok a préparé tout ce qu'il a demandé, il déclare que le véritable entraînement commence maintenant. Il commence à pratiquer la première forme des 9 épées de la solitude, la lame d'avancement, qui est basée sur le principe de toujours avancer pour que même le Monty n'ose pas se dresser sur son chemin. Il passe ensuite à la deuxième forme, la lame briseuse de style, son principe étant de briser toute arme qu'elle affronte. L'entraînement intense commence à peser sur son corps faible, mais il insiste pour endurer. Il donne ensuite un coup de pied si fort dans une balle qu'elle ricoche autour de la zone à une vitesse incroyable et pratique la troisième forme, la lame tranchante du ciel. Son principe étant que même si l'attaque de l'ennemi secoue les cieux, elle sera divisée avant cette épée. Alors qu'il allait et transpire abondamment, il ressent une douleur aiguë dans le dos, mais il crie en demandant de passer à la forme suivante, déterminé à poursuivre son entraînement quel qu'en soit le prix. Jongchon continue son entraînement, passant à la quatrième forme des 9 épées de la solitude, la lame de désassemblage. Son principe est qu'aucun genou ne peut résister à cette épée.
Car même l'art le plus complexe a des faiblesses et peut être coupé par la plus simple des lames. Il n'a réussi à atteindre aucune des cibles. Il est frustré pendant son entraînement à couper des bûches qui tombent et passe à la 5e forme, la lame tranchante de l'armée, qui est basée sur le principe que même si des légions d'ennemis l'attaquent, ils s'agenouilleront devant cette épée parce que les nombres n'ont aucun sens face à la vraie puissance. Il continue l'entraînement épuisant, mais une des bûches le frappe à la tête, et il crie de colère en demandant de passer à la forme suivante. Il pratique la 6e forme, la lame qui fend la lune, où il essaie de couper des bougies sans éteindre leur flamme avec le principe que même la lune sera fendue en deux devant cette épée. Puis il s'entraîne à la 7e forme, la lame qui fend la grande terre, avec le principe que la terre elle-même ouvre un chemin pour cette épée. Et une fois qu'elle est coupée, la taille devient hors de propos. Jeongshon se demande comment son corps est encore intact malgré tous ses efforts. Il passe à la 8e forme, la lame briseuse du ciel avec le principe que les cieux eux-mêmes seront fendus devant elle et qu'il n'y a rien dans ce monde qu'elle ne puisse couper. Enfin, il atteint la 9e et dernière forme, la lame de séparation finale, dont la philosophie est qu'après s'être coupé soi-même et son épée, il n'y a plus de raison de tenir une épée. Jeongshon réfléchit à son entraînement, se demandant si ce qu'il fait n'est qu'une imitation aveugle. Il retourne dans sa mémoire au passé où son maître lui enseignait la forme finale. Il se souvient de la façon dont il doutait de la valeur de cet art, le qualifiant d'incomplet, et se demandant comment il méritait d'être appelé un art de l'épée. Il trouvait les descriptions des formes exagérées et enfantines, comme couper la terre, le ciel et soi-même. Son nouveau maître ne l'a pas nié, mais s'est demandé si l'héritage de son ami devait se terminer ainsi et a insisté pour que Zhongshai en le continue parce qu'il ne le pouvait pas. Il lui a révélé que le créateur de cet art était le seul épéiste qui pouvait l'égaler. Le maître a expliqué que le créateur de cet art n'avait pas d'énergie interne et devait avoir utilisé le Donggong, un style considéré comme un art martial de bas niveau pour renforcer la force par le mouvement physique. Jeongshon a essayé d'insulter le nom de l'art martial, mais le maître l'a frappé au front, et alors le jeune Jeongshon a compris. Le maître a ensuite poursuivi son explication, disant que répéter les mouvements de l'épée 1000 fois entraînerait un changement dans son corps. 100 000 fois lui donnerait une aura d'épée, et 1 million de fois le rendrait invincible dans tous les pays. Jeongshon se souvient avoir alors demandé à son maître si le créateur de l'art était vraiment à son niveau, et son maître a répondu qu'il ne pouvait pas le garantir. Mais s'il se battait, l'un d'eux mourrait sûrement. Dans le présent, alors que Jeongshon pense au créateur de cet art fascinant, Mazouk l'appelle avec inquiétude et essaie de le réveiller en lui giflant le visage. Après que Mazouk l'ait réveillé de son évanouissement, il exprime son inquiétude parce qu'il ne se réveillait pas. Jeongshon menace en plaisantant de le tuer s'il le frappe à nouveau pour le réveiller. Jeongshon se demande comment il s'est évanoui après une seule série de mouvements, réalisant qu'il a encore beaucoup de chemin à parcourir. Mazouk suggère qu'il prenne un repas parce qu'il se fait tard. Tout en mangeant, Jeongshon est surpris de voir du porc, et Mazouk lui rappelle que c'est lui qui a commandé un plat de viande la veille et lui dit d'en profiter car il ne se souvient pas de la dernière fois qu'ils ont mangé de la viande. Jeongshon ordonne de préparer du bœuf à partir de demain, expliquant que c'est bon pour développer les muscles, ce qui choque Mazouk. Jeongshon lui dit de ne pas s'inquiéter pour l'argent et d'utiliser ce qu'ils ont emprunté, insistant sur le fait qu'il ne mangera que de la viande à chacun de ses 3 repas chaque jour jusqu'au duel. Mazouk demande à son jeune maître depuis combien de temps il apprend de tels arts martiaux, et Jeongshai répond par une question, demandant si c'est étrange. Jeongshai admet que ça l'est, car c'est étrange pour quelqu'un qui n'agissait pas comme un humain normal de se mettre soudainement à pratiquer les arts martiaux. Mazouk ajoute que c'est incroyable comment il a réussi à vaincre les membres de la chambre de Bango avec une seule baguette, et maintenant il apprend un art de l'épée terrifiant. Jeongshon commence à affirmer en plaisantant qu'il n'est pas HW Mujin, mais le démon divin, mais Mazouk l'interrompt, lui disant d'arrêter ses bêtises. Mazouk exprime sa réelle inquiétude, qui est qu'il craint que Jeongshon ne perde à nouveau la mémoire et ne devienne une personne différente, ou qu'il ne disparaisse un jour. Il lui demande avec inquiétude s'il envisage d'abandonner le clan Yunghwa. Jeongshon le rassure, lui promettant qu'il n'abandonnera jamais le clan, du moins pas avant qu'il ne devienne la plus grande famille de maréchaux du Sichuan. Mazouk est stupéfait par ce grand objectif, alors Jeongshon le frappe à la tête et lui dit de partir. Jeongshon pense que la réalisation de cet objectif satisferait également l'esprit du vrai Hua Mujin. Pendant ce temps, les deux anciens discutent du duel qui aura lieu dans 10 jours. Du Baekson dit que Cheong Debo essaiera sûrement de mettre fin à la vie du jeune maître Hua et de s'emparer de l'héritage de l'empereur de la flamme. Zhu Wanbong suggère qu'il s'échappe avant cela, arguant qu'ils ne peuvent pas permettre que les 2 membres restants de la famille soient blessés. Zhongshai poursuit son entraînement ardu. Après avoir balancé l'épée tous les jours, il a finalement réussi à développer des muscles dans ses bras. Il est maintenant capable de balancer une épée de fer de 66 kg d'une seule main, mais il se demande toujours pourquoi sa forme d'épée est encore instable. Une semaine avant le duel, ses 2 jeunes frères et sœurs lui rendent visite pendant son entraînement. Il leur demande d'aller jouer ailleurs parce que c'est dangereux, mais ils lui disent qu'ils s'inquiètent pour lui car ils l'ont vu se surmener pendant des jours. Sa sœur Soyeon lui demande s'il fait ça à cause de ce qu'elle a dit plus tôt à propos de lui étant la cause de la mort de leurs parents et admet qu'elle l'a dit parce qu'elle était très en colère à ce moment-là. Jeongshon soupire,
pensant qu'à chaque fois qu'il voit ses deux enfants, il se souvient des autres enfants de sa vie passée. Après avoir rassuré ses frères et sœurs qu'il va bien, son jeune frère Dojin exprime une grande admiration pour sa posture de combat et essaie de l'imiter, tandis que sa sœur Soyeon corrige sa forme, disant que les bras de leur frère étaient plus étendus. Jongchon les regarde avec un sourire, admirant leur gentillesse alors qu'il l'imite. Cette scène déclenche un vieux souvenir en lui de l'époque où il s'entraînait avec son maître dans sa vie antérieure. Il se souvient comment son maître l'a guidé sur la technique de respiration correcte et importante pour le style d'épée d'Oguggo, une longue expiration en balançant l'épée, puis en tenant et en ne se précipitant pas, et enfin, une inspiration lente et brève lors du retour à la position de prêt. Jongchon a finalement réalisé que la partie la plus importante de l'épée d'Oguggo n'était pas son tranchant brillant, mais la technique de respiration du disciple qui lui donnait vie. Et Jongchae réalise dans le présent qu'il avait oublié ces paroles cruciales de son maître. Il rassure à nouveau ses frères et sœurs, leur promettant qu'il gagnera le duel quel qu'en soit le prix, puis leur demande de retourner dans leur chambre. Après leur départ, il se demande avec inquiétude si tout va bien. Jongchae reprend son entraînement, cette fois en appliquant la technique de respiration dont il s'est souvenu, une longue expiration, en tenant et en ne se précipitant pas, puis une brève inspiration. Alors qu'il pratique la cinquième forme, la forme d'abattage, il se concentre sur la libération de toute l'énergie interne accumulée dans son corps en une seule frappe et réussit à l'exécuter parfaitement. Il s'avère que le Dongong ou la méditation en mouvement est un type de Qigong qui repose sur la construction d'énergie interne par le mouvement. Contrairement à d'autres méthodes, il est classé comme un art martial de bas niveau car il n'aide pas beaucoup à élargir les voies énergétiques. Cependant, le maîtriser n'est pas aussi difficile qu'il l'avait imaginé car il repose principalement sur une respiration stable. Jongchon réalise que contrairement à avant, où l'entraînement à l'épée était difficile, la synchronisation de sa respiration avec les mouvements de l'épée a progressivement stabilisé son corps. Après avoir répété l'entraînement des dizaines de fois, l'énergie dispersée dans son corps, qui s'était accumulée au fil des ans, a commencé à se condenser lentement. Plus tard, Zhu Wanbong demande à Mazouk si Jongchon poursuit son entraînement. Mazouk lui a parlé de l'incroyable développement, notant que son jeune maître s'effondrait constamment auparavant, mais maintenant il ne montre aucune faiblesse et est devenu comme une personne complètement différente. Mazouk attribue cette amélioration au traitement immortel QI qu'il avait reçu auparavant. Mais Johanbong pense en lui-même que c'est impossible car aucun traitement ne pourrait conduire à une guérison aussi rapide. Johanbong demande à Mazouk de lui faire savoir si quelque chose d'urgent leur arrive. Mazouk accepte puis le quitte précipitamment. Alors que Mazouk apporte un repas à son jeune maître, il s'arrête sous le choc en voyant le terrain d'entraînement complètement détruit, et en son centre se tient Jongchon avec une aura puissante. Quand Mazouk voit la destruction du terrain d'entraînement, il est stupéfait et se demande ce qui s'est passé. Jongchon se plaint que l'endroit est devenu trop petit pour continuer l'entraînement et annonce qu'il utilisera désormais le grand hall d'entraînement. Dans le grand hall d'entraînement, où les guerriers du clan s'entraînaient, Jongchae arrive et signale la présence d'invités. Mazouk s'avance timidement et informe les guerriers que le jeune maître utilisera la salle, ce qui les surprend. Jongchon s'adresse directement à eux, expliquant qu'il doit s'entraîner seul et qu'il a besoin de beaucoup d'espace. Il emprunte donc la salle et leur demande d'utiliser un autre terrain d'entraînement à proximité. Un des guerriers se moque de lui, le traitant de cadavre à moitié mort et se demandant quelles sont les bêtises qu'il raconte. Il ajoute que le simple fait de balancer une épée ne fait pas de quelqu'un un guerrier, surtout quelqu'un dont la lame n'a pas été tachée d'une seule goutte de sang. Jongchon remarque les regards provocateurs dans les yeux du guerrier, qui poursuit son objection. Le capitaine de la garde, Cheolbuan, intervient et ordonne au guerrier de se retirer, affirmant que le jeune maître, Hua, pratique les arts martiaux. Mais le guerrier rebelle murmure que la folie du jeune maître est revenue. Jongchon arrête le capitaine de la garde et confronte directement le guerrier, lui disant d'exprimer son objection en face au lieu de marmonner comme un lâche. Cheolbuan demande ce qu'il suggère, et Jongchon répond que lorsque les guerriers ont des désaccords, il les règle en se battant. Le capitaine essaie d'intervenir à nouveau, disant qu'aucun guerrier ne peut tirer son épée contre l'héritier de la famille. Jongchon rétorque avec un proverbe, disant qu'un vrai chien de guerre n'aboie pas, alors qu'un chien qui aboie est un chien effrayé. Il s'adresse ensuite à Cheolbuan, le défiant de ne pas aboyer s'il ne veut pas se battre et de vivre en se cachant comme un lâche. Cheolbuan se met en colère et tire son épée, jurant que Jongchon le regrettera. Jongchon répond froidement que le regret n'est pas dans sa nature. Le combat commence, et les guerriers sont surpris que Jongchon se batte sans épée et avec des mouvements étranges. Jongchon esquive toutes les attaques de son adversaire avec facilité, ce qui conduit le capitaine à crier qu'il arrête d'esquiver et qu'il l'affronte honorablement avec son épée. Jongchon accepte cela. Alors que le capitaine de la garde pense en lui-même que cela fait 25 ans qu'il a rejoint le clan Yunghwa. Alors que le capitaine de la garde Cheolbuan pensait que le jeune maître Hua était la cause de la chute du clan et que ce n'est que maintenant qu'il commençait à parler d'arts martiaux. Il a crié à Jongchon qu'il devait connaître sa place et l'a attaqué. En réponse à l'attaque, Jongchon a utilisé la deuxième forme des 9 épées de solitude, le coup d'extinction, et a facilement bloqué l'attaque de Cheolbuan. Buan a été choqué,
se demandant quelle était cette technique qui était même capable de secouer son énergie interne. Jong-chon admet que tout ce que Bwan a dit est vrai et a donné un puissant uppercut au visage du capitaine de la garde, mais Jong-chon affirme que les choses vont changer à partir de maintenant. Bwan remarque que le regard de Jong-chon a complètement changé par rapport à son précédent regard terne et est maintenant le regard d'un vrai guerrier rempli de détermination. À ce moment-là, Jong-chon bat le capitaine de la garde au milieu de l'étonnement des spectateurs qui se demandaient comment le jeune maître Ua avait gagné. Les guerriers courent vers Sheol Bwan avec inquiétude pour prendre de ses nouvelles. Jong-chon se tient au-dessus de Bwan vaincu et demande s'il a des plaintes maintenant. Un des guerriers crie que le combat était déshonorant, affirmant que Jong-chon savait que Bwan ne pouvait pas l'affronter sérieusement. Mais Bwan lui crie de se taire, puis Bwan se met à genoux et admet sa défaite. Il dit à Jong-chon qu'il a appris quelque chose aujourd'hui, et Jong-chon lui ordonne de se retirer, après quoi Bwan déclare sa loyauté. Ensuite, le capitaine de la garde ordonne à tous les guerriers de ne pas interférer et de se déplacer vers le terrain d'entraînement latéral. Jong-chon demande également à Ma-zook de partir, pour rester seul dans le grand hall d'entraînement. De loin, un des guerriers demande à Bwan pourquoi il a reculé, mais Bwan le nie, insistant sur le fait qu'il l'a combattu sérieusement. Le guerrier ne le crut pas et demanda pourquoi il avait reculé pendant le duel. Bwan contesta l'accusation de sa retraite, la niant fermement, disant « Qui a dit que j'ai reculé? Je n'ai pas reculé. J'ai failli le tuer. » Bwan ne pouvait pas comprendre ce qui était arrivé à Jong-chon pour le changer autant. Bwan conclut que le jeune maître Ua a gagné une opportunité quelconque et croit que puisque le jeune maître a changé, les choses pourraient bien se passer. La nuit précédant le duel avec la guilde des marchands Shungbua, les anciens du Baeksan et Zhu Wanbong parlent. L'un demande à l'autre combien d'années se sont écoulées depuis qu'ils ont rejoint le clan, et l'autre répond qu'il s'est écoulé environ 37 ans. Le premier ancien se souvient avec tendresse de la façon dont Maître Yomj du pic de Huazu était vraiment magnifique dans le passé. L'ancien Zhu Wanbong se souvient comment Maître Yomj est apparu seul et a même forcé l'arrogant clan Tang à reconnaître sa force martiale. Puis l'autre ancien, du Baeksan, lui rappelle le serment qu'ils ont fait de lui consacrer leur vie à cause de la dette qu'ils lui devaient, et Zhu Wanbong l'accuse d'être sur le point de trahir ce serment maintenant. Du Baeksan nie qu'il s'agisse d'une trahison, arguant que la lignée et l'héritage du maître doivent continuer d'une manière ou d'une autre. Wanbong réfléchit aux 17 années qu'ils ont passées à s'occuper de la folie du jeune maître Ua tout en regardant le clan Yunggwa s'effondrer. Il croit que même s'il rencontre maître Yomj dans l'au-delà, il ne les blâmerait pas, puis demande si tout est prêt pour leur départ. Baeksan confirme qu'il n'y a pas grand-chose à préparer, juste de l'or pour s'installer dans un nouvel endroit, quelques guerriers et 4 plaques de commandement. Il demande ensuite à Wanbong de le précéder. Baeksan explique qu'il restera parce que malgré tout, le jeune maître Ua est toujours de la lignée de cet homme, et quelqu'un doit prendre soin de son corps. Il révèle qu'un maître engagé par la guilde des marchands Shunggwa assistera en tant que témoin au duel, ce que Baeksan considère comme une tentative de légitimer leur vol. Il sait que ces gens mauvais ne laisseront même pas un brin d'herbe derrière eux. Il ordonne ensuite à Wanbong d'aller attendre à l'endroit promis, notant que les 2 petits-enfants seront déjà assez choqués comme ça. Ailleurs, Jong-chae se plaint que la viande soit dure ces derniers temps, et Ma-seok répond que les morceaux de bétail bon marché sont toujours durs. Jong-chon demande s'ils sont déjà à court d'argent, et Ma-zook répond qu'il ne sait pas car l'intendant en chef leur en donne très peu pour commencer. Ma-zook demande s'il a volé la viande, mais l'autre nie être aussi mesquin. Alors Jong-chon lui demande pourquoi il a suggéré de s'enfuir et s'est fait gifler pour cela. Pendant ce temps, Jong-chon se prépare pour le duel et demande à Ma-seok son opinion sur son apparence. Ma-seok répond honnêtement qu'il était plus beau quand il était enveloppé de bandages. Jong-chon ignore le commentaire et décide qu'il est temps d'y aller. Alors qu'il commence à bouger, du Baeksan apparaît et demande s'il a vraiment l'intention d'y aller. Jong-chon demande sarcastiquement s'il est également là pour suggérer qu'il s'enfuit. Du Baeksan le nie, alors Jong-chon lui dit d'attendre là parce qu'il vaincra ses voleurs et reviendra en un éclair. Du Baeksan insiste pour l'accompagner. Jong-chon trouve tout cela fastidieux et se plaint de l'inquiétude excessive des personnes âgées, puis déclare avec confiance qu'il va les écraser de toute façon et leur ordonne de partir. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.